Donc après une réflexion assez générale lors de la table ronde précédente, nous allons prendre un aspect un peu plus pratique avec des témoignages de différents intervenants pour essayer d'illustrer l'application du principe de précaution. Parce qu'on a vu que de très grands champs étaient concernés, donc nous avons essayé d'aborder avec cette table ronde ces différents champs professionnels concernés par le principe de précaution et par son application. Donc, juste pour rappeler le cadre rapidement, chaque intervenant interviendra pendant une petite dizaine de minutes et puis nous essaierons d'avoir un débat avec la salle pour que vous puissiez poser vos questions à nos intervenants. Nous avons effectivement choisi de vous proposer 4 interventions et nous remercions les participants à ce panel qui sont au fond représentatifs de 4 secteurs qui nous ont semblé être particulièrement concernés par cette articulation entre le principe de précaution, la question de la croissance et des secteurs qui sont très porteurs en matière d'innovation. Interviendront donc successivement d'abord M. Guillaume Clossat, qui est vice-président de McDonald's France, qui a aussi une expérience politico-administrative auprès de Jean-Pierre Jouyet lorsqu'il était aux affaires européennes et qui préside un think tank européen, Européa Nova. Ce sera l'occasion pour lui probablement d'évoquer ces questions du point de vue de ce géant de la restauration. Madame Cavazzana Calvo, qui est médecin pédiatre de l'Université de Padoue, qui est aussi docteur en sciences, professeur de l'Université de Paris, qui dirige à l'hôpital Necker le département de biothérapie, ainsi que des travaux à l'INSERM sur les nouvelles approches thérapeutiques pour le traitement des maladies héréditaires. Et c'est donc autour de ces questions de nouvelles approches thérapeutiques qu'elle pourra, je pense, aborder le principe de précaution et notamment du point de vue des thérapies géniques. Jean-Marie Danjou est le directeur général d'AFOM, Fédération française des télécoms, depuis janvier 2011. Il a été délégué général de l'Association française des opérateurs mobiles. Il a également été actif à France Télécom. Et évidemment, ces questions se posent beaucoup sur les questions de téléphonie mobile que je pense qu'il aura l'occasion d'aborder longuement. Dominique Maillard est le président du directoire de RTE depuis mai 2007. Il est diplômé de Polytechnique, de l'École des Mines, longue carrière administrative au ministère de l'Industrie, notamment comme directeur général de l'énergie et des matières premières pendant 8 ans. Et il pourra naturellement évoquer les questions qui se posent, notamment du point de vue de la santé, quant au transport de l'électricité et peut-être éventuellement nous parler un tout petit peu de nucléaire. Je les remercie de leur présence et je propose d'emblée à M. Guillaume Clossat de débuter ce débat. Monsieur Clossat, la parole est à vous. Merci Pascal Maurice. Je voulais partager avec vous 3 réflexions. Une première réflexion d'ordre général, mais qui est une sorte de remise en perspective de cette idée de principe de précaution. On l'a vu ce matin et on l'a vu aussi dans ce cahier. Le principe de précaution trouve d'abord une réalité politique et juridique, une réalité européenne et française avant d'être une réalité mondiale. Et si on y réfléchit bien, je crois qu'il s'est progressivement intériorisé pour devenir aussi un principe sociétal. Et pour moi, le principe de précaution aujourd'hui fait partie, et c'est aussi mon regard et mon expérience européenne, de la culture européenne. C'est même un des fondamentaux. Alors, plusieurs éléments peut-être spécifiques. Je crois qu'on ne peut pas comprendre le principe de précaution si on ne revient pas à ce qui s'est passé pendant les 2 grandes guerres mondiales. Et il y a un moment, c'est d'abord le doute sur l'Europe, sur le progrès scientifique européen, sur la manière dont on peut utiliser la puissance des armes et l'idée que le plus jamais ça de la Première Guerre mondiale qu'on a reproduit avec plus d'horreur à l'occasion de la Seconde Guerre mondiale, il fallait trouver des manières de le réguler. Finalement, la construction européenne, c'est aussi une manière de réguler la démocratie, d'avoir des débats qui soient plus raisonnés, plus encadrés, en limitant aussi un certain nombre en définissant un certain nombre de tabous. Je vous donner un exemple. Finalement, depuis le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il y a une sorte de tabou sur le débat sur les identités nationales.
parce que ça fait partie d'une sorte de raisonnement des démocraties pour éviter ce qui s'est passé. Et donc ça s'applique aussi bien dans le champ scientifique que dans le champ démocratique ou politique. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Cette remise en cause, elle s'est traduite très vite dès le lendemain de l'après-Deuxième Guerre mondiale, avec une réflexion sur la bombe atomique, le progrès et la manière dont il fallait encadrer tout cela. Elle s'est traduite dans la littérature, notamment dans la littérature européenne, avec beaucoup d'ouvrages. Je pense à En attendant Godot de Samuel Beckett. Au début des années 50, le succès d'un Lévi-Strauss pose finalement aussi la question du progrès. Ce qui est intéressant chez Lévi-Strauss, c'est de montrer que toute civilisation a de la valeur, et pas seulement la civilisation occidentale, qu'il y a différentes formes de progrès, et que dans toute civilisation, on peut trouver des choses qui nous permettent d'interpréter le présent et de réfléchir à l'avenir. Mais c'est aussi l'importance qu'on attache à l'environnement. Finalement, c'est la première fois que, dans les années 50, il y a la popularisation de cette réflexion sur la nécessité de sauvegarder une certaine forme de nature. Et que cette réflexion, elle a une popularité invraisemblable à l'époque. Tous ces travaux se traduisent dans les années 60 et 70 par des textes importants. Je pense notamment à Hans Jonas. On oublie à quel point celui qui est le père du principe de responsabilité auquel on associe le principe de précaution a eu un succès considérable dans la philosophie politique des années 70, 80 et le début des années 90. Et quand un certain nombre de crises arrivent à la fin des années 80, eh ben, elles s'inscrivent dans ce contexte intellectuel et sociétal. Et alors bien sûr, il y a Tchernobyl, il y a la crise de la vache folle, il y a la crise du sang contaminé, qui amène à s'interroger juridiquement sur qu'est-ce qu'on va faire pratiquement. Et puis, donc on est dans un climat, je dirais, d'intériorisation progressive qui fait que finalement le citoyen est de plus en plus en demande. Alors je ne sais pas si c'est en demande de précaution ou de protection, mais cette demande, elle se traduit de manière tangible à l'égard des politiques et de plus en plus à l'égard des entreprises. Avec un effet d'accélération qui est le traité de Lisbonne, qui consacre le principe du développement durable, parce qu'on a parlé du principe de précaution, mais en termes positifs, le développement durable peut être vu comme une de ses applications, parce qu'il y a quelque part aussi la notion de protection climatique sur lequel il y a un débat qu'on peut considérer comme sérieux ou non, avec des doutes ou non sur le réchauffement climatique. Mais le développement durable, il en fait une priorité pour l'Union européenne et pour l'ensemble des États membres. Et puis, il y a des décisions politiques et des débats politiques qui vont aussi accélérer, au-delà de l'inscription de la Constitution en 2005, qui sont le Grenelle de l'environnement, et qui sont, on l'oublie, mais regardez le texte du paquet énergie-climat, qui est un texte qui a été pris sous présidence française, qui est un texte très contraignant, et qui finalement engage et transforme en politique publique l'ensemble des réflexions de précaution sur l'environnement et sur l'énergie. Donc tout ça est à prendre en compte, mais vous dire qu'il y a un tissu aujourd'hui sociétal, intellectuel, philosophique, économique, industriel qui est dans cette dynamique, et que cette dynamique est plus spécifiquement européenne, parce que ce n'est pas le cas en Chine, ce n'est pas vraiment le cas aujourd'hui aux États-Unis. Ça pourrait être le cas en Amérique latine, mais ça nous permet de savoir dans quel contexte on s'inscrit pratiquement. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que petit à petit, le citoyen qui est consommateur va traduire cette intégration, cette intériorisation du principe de précaution dans ses demandes, et notamment dans ses demandes de services et de produits à l'égard des entreprises. Et on le voit, hein, il suffit de regarder les études, je pense qu'il y en a d'autres qu'il faudrait faire, mais on voit que le client, de plus en plus, demande que la préoccupation environnementale, que la préoccupation de développement durable au sens large, qui intègre aussi quelque chose qui est de protéger contre une certaine forme de mondialisation, elle est de plus en plus forte et elle conditionne de plus en plus effectivement, et la notion d'effectivité est importante, le choix des consommateurs. La deuxième réflexion que j'aimerais partager avec vous, c'est finalement qu'a à faire une entreprise comme McDonald's France sur un sujet comme celui-là.
Alors, juste vous donner une idée, McDonald's France est le 2e marché mondial de McDonald's. C'est une entreprise qui s'est développée depuis une trentaine d'années dans ce pays, avec une difficulté, c'est qu'elle incarnait à la fois une certaine forme d'impérialisme américain, avec un accent américain très, très prononcé, et un sujet qui est le sujet alimentaire, qui est un sujet qui est culturellement très sensible dans un pays comme la France. Et ce qu'on voit, c'est qu'en 30 ans, McDonald's France est devenue une très très grande entreprise française, avec plus de 63 000 salariés, 4 milliards de chiffre d'affaires, 1200 restaurants, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui est présente partout. Et l'une des questions qui se pose, c'est comment une entreprise qui a dû faire face à tant d'adversités a réussi à se développer dans un pays comme celui-là. Et nos réflexions, en tout cas la stratégie qui a été adoptée depuis 30 ans, elle est assez simple. Elle était de se dire, une entreprise comme ça ne peut réussir en France qu'en s'intégrant et en accompagnant les attentes sociétales des consommateurs qui sont aussi des citoyens. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'une part, il y a un contrat de base sur lequel il faut une excellence. Et la contrat de base, finalement, fournir de l'alimentation, des sandwichs, mais aussi avec un degré de sécurité alimentaire très puissant. Et là, il y a sans doute une exigence de précaution, mais d'abord une exigence opérationnelle d'excellence, parce qu'une marque comme celle-là, le moindre défaut, eh bien, elle est remise en cause au niveau national. Et puis, il faut être capable d'anticiper les attentes de la société française, parce que c'est la condition d'un avantage compétitif durable. Et là, on parle de business, on parle d'économie, on parle de réalité. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que ces attentes, depuis une vingtaine d'années, elles émergent, et elles émergent très clairement en matière d'environnement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes une entreprise qui est multilocale, c'est-à-dire qui est au coin de votre rue, et bien, une entreprise comme ça, elle doit créer de la confiance en créant les conditions de proximité. Et les conditions de proximité, mais vous allez voir que ça aide aussi pour le principe de précaution, c'est des fournisseurs locaux, c'est des employés locaux, c'est des entrepreneurs locaux, c'est répondre aux attentes locales, notamment en termes d'environnement, d'intégration paysagère, de questions sonores. La question sonore est évoquée dans le petit livret. Et puis, plus globalement, aux attentes moins tangibles, mais croissantes en matière d'environnement. Et c'est ces signaux que McDonald's a réussi, avant que des lois ou que les principes ne soient inscrits dans les textes, à appréhender et à mettre en œuvre. Je vous donne un exemple. La politique environnementale de McDonald's France, elle date de 92. Je parle de McDonald's France parce que ce n'est pas vrai selon tous les pays. Elle date de 92, au moment du sommet de la Terre à Rio. En 2005, l'entreprise est l'une des premières à faire son bilan carbone. En 2008, elle met en place un réseau de 1100 personnes qui, dans les restaurants, vont s'occuper d'environnement et de développement durable. En 2008, elle lance aussi un travail de concertation. On a parlé de nécessité d'avoir un progrès qui soit concerté, qui soit débattu avec des ONG, avec des centres de recherche, pour réfléchir avec les filières agricoles, pour définir un plan de progrès sur 10 ans pour atteindre les objectifs de réduction de gaz à effet de serre à l'horizon 2020. Et elle le fait de manière transparente et elle le fait de manière publique et ouverte. Et je crois que la notion de précaution aussi doit s'appliquer d'une certaine forme qui est une forme relativement nouvelle. Il doit y avoir du débat. Il doit y avoir du débat, je ne sais pas s'il est citoyen ou s'il est entre les associations, mais en tout cas, on n'est plus dans une démarche qui est une démarche qu'on a connue du progrès scientifique, qui était sûre de lui-même. On est dans une démarche où il y a du doute, où il y a beaucoup de questionnements, et on choisit de manière concertée des approches qui sont raisonnables et qui doivent aller vers ce qui est considéré par la société française et européenne comme une forme de consensus. Aujourd'hui, il y a un consensus pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il y a une forme de consensus
pour réduire l'utilisation de l'eau, sans qu'on ait une certitude sur l'avenir du réchauffement climatique, l'avenir de nos nappes phréatiques, etc. Et donc ça, je pense que c'est important. Le troisième élément, c'est quelles sont les conditions pour une entreprise pour intérioriser ce principe de précaution, ou en tout cas de protection. Je crois qu'il y a des éléments qui sont d'ordre juridique, c'est-à-dire que si la loi s'applique, si elle intègre cette dimension, je pense notamment à tous les décrets sur le Grenelle de l'environnement, évidemment, les entreprises y vont, mais elles n'y vont pas forcément de manière volontaire, elles ne le font pas forcément bien. Deuxièmement, si elles en tirent des sources d'économie, et on voit que dans tout ce qui est réduction de l'énergie, finalement, l'entreprise peut générer 10, 15, 20% d'économie sur sa facture énergétique si elle se débrouille bien. On voit qu'à moyen long terme, la promotion des énergies renouvelables peut être intéressante pour les entreprises. Eh bien, elles feront cet effort. Troisièmement, si elles considèrent que le client peut y trouver un bénéfice. C'est-à-dire que, en effet, dans la proposition de valeur, il faut avoir quelque chose qui concerne sa responsabilité environnementale, mais quelque chose qui soit tangible, qui soit réel, qui soit démontrable au client. Et là, il y a une difficulté. Il y a une difficulté, c'est que pour que le client puisse trouver un bénéfice dans ces approches, il faut s'inscrire dans la durée. C'est-à-dire que agir avec une certaine précaution, c'est agir dans le long terme, c'est pas agir dans l'immédiateté. Et beaucoup d'entreprises ont un horizon économique qui est un horizon de 2 à 3 ans. Si vous n'avez pas 10 ans d'horizon temporel, comme c'est le cas pour une entreprise comme McDonald's, qui travaille avec ses fournisseurs et ses distributeurs sur 10 ou 20 ans, vous avez beaucoup de mal à intégrer de manière durable et à investir suffisamment pour que ces stratégies soient aussi profitables pour l'entreprise et donc qu'elles les mettent en œuvre. Merci. Guillaume, merci de cette première intervention, d'avoir dessiné un cadre européen à notre réflexion et aussi d'avoir commencé à évoquer la question de l'existence éventuelle d'une spécificité française par rapport à ce principe de précaution. Je vais peut-être demander à Madame Cavazzana-Calvo de poursuivre du point de vue de son expérience dans le domaine médical. Bonjour, alors je suis beaucoup moins préparée à ce type de débat, mais je voudrais vous donner quelques points de réflexion. Alors la thérapie génique, c'est pour ça j'imagine que je suis là, parce que ça fait 20 ans qu'on parle de thérapie génique et à tort et à raison, ça continue à émouvoir les journaux, les médias, les gens, quand on pense qu'il y a quelqu'un quelque part dans les hôpitaux qui touche aux gènes. Je pense que d'un côté pratique, c'est quelque chose qu'on comprend parfaitement et on retourne à ce code de Nuremberg qui nous gouverne tous et cette préoccupation que nous partageons de ne pas vouloir changer l'espèce humaine et sa variabilité naturelle, que c'est quelque chose à laquelle il faut continuer à tenir. Et donc, j'imagine que dans cette continue envie de savoir, préoccupation, peur qui s'agit autour de nos pratiques médicales. Il y a cette peur et cette aussi vigilance qui est de chacun de ne pas toucher au code génétique dans le sens de quelque chose qui est transmis à l'espèce humaine. Et je pense qu'il est de la responsabilité de chaque médecin de ne pas modifier les cellules germinales, entendues comme spermatozoïdes et ovules, pour ne pas introduire un caractère fixé dans l'espèce. Après, il y a l'autre point de réflexion, c'est les risques. On est dans une société qui est très exigeante au niveau de nos critères de santé, beauté, bien-être. Et il faut quand même retourner à des choses très terre à terre. Et le risque zéro n'existe pas en médecine. Donc, dès du moment où on peut prévenir, alors vous n'avez aucun risque. Mais dès le moment qu'on traite, on est confronté à une maladie, on traite la maladie et on prend des risques à n'importe quel niveau. Que ce soit une intervention médicale, une réflexion, un médicament, une thérapeutique, une transplantation.
Et si on n'avait pas de prise de risque, il n'y aurait pas de transplantation hépatique, il n'y aurait pas de transplantation de moelle osseuse. Je vous rappelle que les premiers 263 transplantés des foies sont morts, n'ont pas duré plus qu'une semaine. Donc la société tous ensemble a laissé que les médecins pratiquent une médecine à haut risque, prouvant que des centaines de malades en sont morts pour arriver aujourd'hui à une thérapeutique considérée conventionnelle et au débat qu'on assiste sur la bioéthique à des dons croisés que les sénateurs ont amené pas plus loin que la semaine passée, était beaucoup plus progressiste que notre Assemblée nationale en permettant les dons entre personnes qui partagent des sentiments, des affections pour plus de 2 ans. Après, il y a en médecine l'autre chose qui nous gouverne, c'est la balance bénéfice-risque. Qu'est-ce qu'on a à proposer à un malade en face d'une maladie grave en termes de traitement? Et à ce moment-là, on essaye au mieux qu'on peut, sans être des mathématiciens et des physiciens, de proposer un traitement pour amoindrir les souffrances des patients qui est en demande qu'on puisse tout faire pour alléger, voire soigner sa maladie. Et on prend continuellement des risques et souvent au début de la prise de risque, la balance est en défaveur du bénéfice et à plus de risques que de bénéfices en attendant les progrès. L'autre point sur lequel il faut réfléchir, c'est qu'il y a la morale collective de loi à laquelle tout le monde répond, mais il y a l'éthique personnelle. Et que votre éthique est différente de celle des médecins, mais encore plus différente de celle de la personne malade, qui est en demande que la société participe à prendre en charge sa maladie, quoi qu'elle soit. Donc il y a une prise de risque au niveau individuel, au niveau collectif. On peut accepter de faire de l'innovation médicale sur un groupe bien particulier de malades, mais on ne peut pas peut-être proposer à une collectivité beaucoup plus vaste une prise de risque dont on ne connaît pas les effets secondaires. L'autre problème, c'est le décroisement de la science. Quelqu'un dans le débat qui m'a précédé a dit la science est capable, le sens de responsabilité, de prendre des risques. Moi, je pense que non. La science tout seule ne peut pas décider. Elle doit englober dans sa prise des risques et dans ses décisions beaucoup d'autres disciplines qui vont de la philosophie, les lois, les juridiques, les politiques, l'association des malades et la société tout entière. Et je pense que le risque plus gros qu'on a en ce moment, c'est éviter d'aller au décloisonnement des sciences pour être compris par la société. Parce que si on ne fait pas comprendre très vite pendant les cursus scolaires les progrès de la biologie, là, parler de démocratie participative reste un mot qui est dénoué des sens parce qu'on n'aura pas donné aux citoyens les moyens de choisir pour le mieux. Après, je peux répondre à vos questions. Merci beaucoup, Marina Cavazana-Calvo. Nous reviendrons aux questions plus tard pour avoir d'abord une vision globale des différents intervenants. Donc Jean-Marie d'Anjou, vous allez nous parler de la question des téléphones portables. Alors c'est vrai que c'est une question complexe parce qu'ils sont vraiment intégrés dans notre quotidien tout en suscitant chez certains quelques craintes. Donc vous allez parler de cette dualité. Oui, merci. Bonjour à tous. Merci aux deux fondations de nous avoir invités à cette séance extrêmement riche. J'ai entendu les entreprises qui ont été interpellées tout à l'heure à la première table ronde et j'assumerai ici pleinement mon statut de témoin à cet égard et j'essaierai de répondre aux questions qui nous ont été posées de façon la plus concrète possible. Alors nous, opérateurs de téléphonie mobile, nous répondons aux besoins de 64 millions d'utilisateurs en France. Quelques chiffres pour poser le décor. Il y a 82% des Français qui ont un téléphone mobile. Parmi ceux-là, il y a de plus en plus de téléphones mobiles intelligents, ce qu'on appelle, vous savez, les smartphones, avec différentes marques, les iPhones, BlackBerry, etc. Ça représente 12 millions de ces petits appareils. Et environ un Français sur 3 accède maintenant à Internet à travers son mobile, à travers ses smartphones, justement. Au total,
et c'est une enquête TNS-Sofres qui nous l'indique, 84% des Français considèrent que le mobile est une bonne chose pour la société française. Alors, inutile de vous dire toute l'innovation que notre secteur engendre et dont il est porteur pour notre pays, puisqu'on parle d'innovation. Nos services, à bien des égards, ils sont utiles, je pense, aussi bien d'ailleurs la téléphonie que l'Internet mobile. Ils sont utiles pour la santé, ils sont utiles pour la vie quotidienne, ils sont utiles pour la solidarité, ils sont utiles pour l'économie, pour différentes populations, que ce soit les personnes âgées, que ce soit les personnes handicapées. J'illustrerai mon propos par 2 exemples très récents. On a une campagne du ministère de la Santé qui, pour la prévention des accidents vasculaires cérébraux, le message c'était « Composez vite le 15 ». Autre exemple, c'était la SNCF, cette fois-ci dans la vie courante. On a récemment le lancement d'un numéro, je ne sais pas si vous l'avez vu, le 3117, qui permet d'appeler en cas de danger sur la ligne D du RER. Donc vous voyez la sécurité, il y a plus de 20 millions d'appels d'urgence qui sont passés chaque année avec un téléphone mobile. Alors techniquement, nos services, évidemment, ils ne peuvent pas fonctionner sans des antennes relais. Alors, vous avez sans doute vu, ou vous n'avez peut-être pas vu d'ailleurs des antennes relais, on en a tous près de chez nous, mais on ne les voit pas toujours. On a besoin de poursuivre le déploiement des réseaux, à la fois pour répondre aux besoins des utilisateurs, qui sont de plus en plus importants, comme on l'a dit, et puis pour respecter aussi des obligations, parce que les opérateurs ont des licences qui sont attribuées par les pouvoirs publics, qui leur donnent des obligations très précises, et également des politiques publiques qui sont appliquées par les opérateurs mobiles. Par exemple, je citerai la couverture de ce qu'on appelle les zones blanches dans les communes très retirées. Eh bien, la couverture du téléphone mobile fait l'objet d'une politique entre l'État et les opérateurs pour les couvrir. Les Français, à juste titre, sont très attachés à cette couverture du territoire. Et c'est vrai aussi pour les axes de transport prioritaires. Et c'est vrai, demain, ça sera vrai pour la 4e génération, le très haut débit mobile qui est annoncé pour bientôt. Alors, j'en viens maintenant aux questions de santé qui tournent autour des ondes radio, puisque c'est ça qui nous réunit ce matin. Nous ne sommes pas des experts en santé. Donc sur ces questions-là, nous considérons que notre rôle n'est pas d'avoir nos propres positions. Nous nous référons à l'autorité sanitaire qui arrête les positions sur la base, ça a été dit, de l'évaluation des connaissances scientifiques. Alors que disent les autorités sanitaires dans notre pays en ce qui concerne l'exposition aux ondes radio pour le téléphone mobile? Je dirais pour la téléphonie mobile. Parce qu'il faut bien distinguer dans la téléphonie mobile, d'une part, le téléphone mobile, celui que vous portez à votre oreille, et d'autre part, les antennes relais, celles qui permettent de relayer le signal et qui sont l'objet donc d'une émission, ce qu'on appelle en champ lointain. Ce n'est pas la même chose. En fait, on est beaucoup moins exposé par l'antenne relais, avec son champ lointain, mais très très faible, que par le téléphone mobile lui-même. Il faut bien comprendre cette distinction. Alors, concernant les antennes relais, les autorités sanitaires indique bien qu'il y a absence de risque sanitaire identifié. Pour le téléphone mobile, la position est un petit peu plus nuancée puisqu'il n'y a pas de preuve scientifique d'un danger, il n'y a pas de risque établi scientifiquement, mais on ne peut pas exclure l'existence d'éventuels effets à long terme. Et donc là, pour le téléphone mobile, je dis bien, pas pour les antennes relais, les autorités recommandent, je cite, par précaution, de limiter son exposition, et elle propose à cet effet des actions aisées à mettre en œuvre. Donc voilà, le mot précaution est lâché, on en a parlé, c'est notre sujet aujourd'hui. Plusieurs acteurs évoquent l'existence d'une controverse scientifique, d'incertitude scientifique, qui justifierait l'application du principe de précaution, non seulement dans notre secteur, non seulement pour le téléphone mobile, mais également pour les antennes relais. J'ai bien fait la distinction tout à l'heure. Et cette invocation, ensuite, est utilisée pour refuser des technologies sans fil, comme le Wi-Fi, comme la 3G, la 4G, le WiMAX, etc., et pour s'opposer aux installations des antennes. Alors, en réalité, ce qu'il faut bien voir, c'est que les autorités sanitaires retiennent l'approche de précaution uniquement pour le téléphone mobile, et pas pour les antennes relais. Donc je commence par le téléphone mobile. Cette approche de précaution, elle est recommandée depuis un certain nombre d'années. Ce n'est pas nouveau, puisque dès 2001, il y a un rapport de la Direction générale de la santé, puis 3 avis de l'ANSES en 2003, en 2005, en 2009.
Et là, on a donc des documents qui sont des documents de référence pour agir. Alors, il y a eu des actions volontaires que les opérateurs mobiles ont mis en œuvre à cet égard. Je citerai par exemple l'inclusion systématique d'un kit oreillette dans les coffrets des téléphones mobiles. Vous en avez tous eu un, je pense, même si on ne l'utilise pas toujours. Il y a également l'affichage de ce qu'on appelle le DAS, le débit d'absorption spécifique, c'est-à-dire le niveau maximum d'émission du téléphone mobile, qui est un peu différent, qui peut être différent suivant chaque modèle. Ou encore un engagement de ne faire ni marketing ni publicité en direction des enfants. Et là-dessus, les opérateurs mobiles ont diffusé plus de 30 millions de dépliants santé pour informer les clients. Ces principales actions, d'ailleurs, qui étaient volontaires au départ, ont été intégrées dans la loi à l'occasion de la loi Grenelle II, donc ont acquis un caractère législatif et réglementaire l'an dernier. Donc j'en viens maintenant aux antennes relais et aux invocations par certains du principe de précaution dans un objectif qui est un objectif d'opposition en général. Sur le terrain, on entend souvent des remarques ou des choses du genre il y a des scientifiques qui disent blanc, il y a des scientifiques qui disent noir. Comme on ne sait pas, eh bien, principe de précaution, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Ou encore, il y a des incertitudes, on manque de recul, donc, comme on ne sait pas tout, appliquons le principe de précaution. Il faut dire que chacune de ces invocations de controverse ou d'incertitude scientifique doit appeler une réponse très précise. On ne peut pas rester dans le flou. Tout d'abord, concernant les antennes relais et les ondes radio qu'elles émettent, les scientifiques considèrent qu'ils savent déjà beaucoup de choses. Ce n'est pas un sujet nouveau. Ils peuvent présenter des conclusions, même si, selon la formule consacrée, ces conclusions sont toujours dans l'état actuel des connaissances, une formule que les scientifiques doivent toujours utiliser. Je rappelle qu'il y a eu plus de 3500 études sur les radiofréquences, publications qui ont été prises en compte par l'ANSES, qui était l'AFSET à l'époque, lors de sa dernière expertise fin 2009 sur les radiofréquences. Et puis ensuite, et ça c'est important aussi, il y a un consensus très large au niveau international, contrairement à d'autres sujets qu'on a cités peut-être tout à l'heure. La France a les mêmes positions que l'OMS, que le comité scientifique de la Commission européenne, et qu'il y a également d'autres autorités sanitaires aux États-Unis, aux Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède. La liste est longue, donc je rappelle que la position des autorités sanitaires, donc, je l'ai dit tout à l'heure, nécessite de bien distinguer les antennes relais et le téléphone mobile. C'est un point clé en ce qui nous concerne. Et là, il y a un recul de plus de 50 ans sur les antennes relais, parce qu'il y a des ondes radio émises par les émetteurs de radio et de télévision qui émettent depuis plus de 50 ans. Beaucoup de recherches là-dessus, et c'est exactement le même type d'émission. Donc, la position, je le rappelle, des autorités sanitaires, c'est qu'il n'y a pas de risque identifié en ce qui concerne les antennes relais. Alors d'ailleurs, l'OMS a actualisé son agenda de recherche en 2010 et il est bien recommandé de poursuivre les recherches sur les ondes radio en ce qui concerne les téléphones mobiles, mais pas en ce qui concerne les antennes relais. Alors on entend aussi sur le terrain des choses qui invoquent le principe de précaution, mais j'allais dire en réalité, ils sont en contradiction avec le principe de précaution. Ça va peut-être vous surprendre un petit peu, mais je citerai deux exemples. Par exemple, on demande souvent d'éloigner les antennes des écoles ou des habitations. Eh bien, il est important de savoir qu'en réalité, cet éloignement obligerait du coup les téléphones à émettre plus fort pour arriver à capter le signal de l'antenne. Comme je disais tout à l'heure, on est plus exposé par les téléphones que par les antennes. Par conséquent, paradoxalement, mais un tel éloignement, quelque part, reviendrait à une sorte de refus d'appliquer le principe de précaution au téléphone mobile. Autre exemple du même ordre, on nous demande parfois de ne pas installer d'antennes 3G, c'est-à-dire les antennes haut débit, pour accéder à Internet par le mobile. On nous dit que les antennes 2G suffiraient. Mais là aussi, il faut savoir que lorsque le téléphone est relié à une antenne 3G, il émet au moins 100 fois moins fort que lorsqu'il est relié à une antenne 2G. C'est la technologie qui le permet. Par conséquent, s'opposer au développement de la 3G, quelque part, c'est là aussi s'opposer à une approche de précaution. Alors, j'en terminerai sur d'autres lieux où le principe de précaution est souvent invoqué contre les antennes relais.
Et ces lieux, ce sont les tribunaux, puisqu'il y a énormément de contentieux qui sont déployés, notamment par les opposants. Il faut bien distinguer ici les juridictions administratives et les juridictions civiles. Devant les juridictions administratives, on a une jurisprudence qui est constante et qui est abondante. Le Conseil d'État et la quasi-totalité des tribunaux administratifs se réfèrent à la position des autorités sanitaires sur les antennes relais, donc ils ne retiennent pas l'hypothèse d'un risque pour la santé des riverains. Et le Conseil d'État a encore récemment, dans un arrêt, rejeté la demande des riverains qui voulaient faire annuler une décision d'un maire d'autoriser une antenne. Et puis, au niveau des juridictions civiles, là, il ne faut pas que l'arbre cache la forêt, parce qu'on a beaucoup parlé dans la presse d'un arrêt de la Cour d'appel de Versailles en 2009. Oui, j'ai terminé. Eh bien, effectivement, quelques décisions singulières sont très médiatisées, mais en fait, la très très grande et la quasi-totalité des décisions sont en faveur des opérateurs. Néanmoins, et c'est là que j'en terminerai, il existe un risque juridique réel qui est lié à un possible dévoiement du principe de précaution en ce qui concerne les antennes relais, qui pourrait conduire, sans fondement scientifique, à démonter les antennes relais et donc potentiellement d'ailleurs tout type d'infrastructure. Donc de ce point de vue-là, si nous ne sommes pas vigilants, une telle application infondée, j'allais dire excessive, pourrait aboutir à dégrader fortement les services, pourrait aboutir à dégrader la qualité de service, perdre de nombreux bénéfices de la téléphonie mobile pour la société française et priver des futurs développements d'innovation du très haut débit mobile. Donc je vous remercie de votre attention et je vous remercie tous d'être vigilants. Merci beaucoup, Monsieur Danjou.